Bonjour, ce n'est pas une nouvelle vidéo quantitative sur Pernod Ricard. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la dette, de l'endettement. Qu'est-ce que ça implique? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un post tout à l'heure ou sur un réseau social bien connu. Il y a euh, une page qui parle de finances de manière générale, de bourse de manière générale, qui mentionnait que Pernod Ricard est endetté. Endetté. Même pas endetté, c'est le titre, c'était quoi? Attendez, je l'ai sous les yeux, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas envie de polémiquer dessus. Très endetté, trop endetté. Même pas endetté, mais trop endetté. Ça veut dire que la dette est peut-être même insoutenable. Et je me suis dit, mais à un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries, sérieusement, surtout quand on regarde les ratios. Les ratios, il y a plusieurs façons de les regarder. C'est bien de regarder les ratios, mais le plus important, quand on regarde la dette, je vous ai dit qu'il y a, bon, même pas deux choses. Je vais vous les citer. Première chose, le volume, c'est important. Deuxième, on repaye la dette avec les free cash flow, on regarde la moyenne des free cash flow, on se fait un avis. En dessous de 10 ou bien aux alentours de 10, c'est correct déjà. On ne veut pas aller plus loin que ça. Ça, déjà, on est d'accord. OK? Maintenant, en supplément de ça, sur la dette en elle-même, on regarde le taux d'intérêt, OK, actuel, et le précédent au cas où on vous le donne, d'accord? Si vous pouvez également aller regarder une information sur l'entreprise qui est endettée récemment, regardez les taux d'intérêt qu'on lui a donnés en date d'aujourd'hui, sur les dernières années, sur la dernière tranche de dette et comparer à la moyenne, par exemple, du marché. Par exemple, si une entreprise, alors qu'on a des taux d'intérêt peut-être de 4%, s'endette à 3%, ça veut dire que, un, elle est extrêmement solvable au point où, quand elle va chez son banquier, le banquier est prêt à lui donner des taux d'intérêt moins élevés que la moyenne ici parce qu'elle sait qu'elle va récupérer son argent. Le banquier sait qu'il va récupérer son argent. D'accord? Il y a de grandes chances parce qu'il faut toujours parler en termes de probabilité. En supplément de ça, on regarde la dette, comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps. Une entreprise qui dégage peut-être 1 milliard de free cash flow qui doit repayer, qui a une dette nette de 10 milliards qui doit la repayer ici en un an, sera moins bien positionnée qu'une entreprise. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle va faire faillite, elle peut refinancer cette dette. OK? Mais elle sera moins bien positionnée qu'une entreprise qui a une dette nette disons, de 10 milliards également, mais qui doit repayer le 10 milliards en moyenne sur 10 ans, ou bien même sur 20 ans. Donc, il faut regarder comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. C'est très important. Parce que c'est bien de s'asseoir et de dire que, oh non, le ratio des machin est comme ça. Donc, ça veut dire que l'entreprise est endettée. Non, je ne suis pas très d'accord avec ce raisonnement-là. Et parfois, vous ne vous rendez même pas compte de cette erreur-là parce que la plupart du temps, enfin, ceux qui vont regarder ce type de poste ou bien qui vont même regarder des vidéos YouTube sont généralement des personnes qui débutent ou bien qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Parce qu'en fait, quand vous allez regarder des vidéos sur YouTube, plus vous allez avancer dans votre cheminement et dans le processus d'apprentissage, vous allez vous rendre compte que les vidéos les plus importantes sont surtout celles où on ne vous parle même pas de chiffres. OK? Je parle bien d'analyse fondamentale. Les chiffres, c'est bien, mais on ne va pas loin avec. Regardez, je prends Pernod Ricard. On a une dette sur EBITDA de combien? 3,4 fois l'EBITDA, n'est-ce pas? Vous savez qu'ici, je vous dis toujours qu'en dessous de 5 fois l'EBITDA, c'est correct. En supplément de ça, il faut toujours regarder la dette du point de vue également free cash flow. Donc, si on prend je vais prendre les free cash flow moyens sur les 10 dernières années et les 5 dernières années, si vous voulez. Prenons les 10 dernières années. Vous pouvez même prendre les 5 dernières années, ça ne me dérange pas. L'essentiel ici, de voir que sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui rapporte au moins 1,3 milliard. La question est de se poser maintenant, c'est que, OK, est-ce qu'elle est capable de rapporter à peu près la même chose dans le futur? Et là, ça nous demande ici d'aller regarder, d'aller checker le business model. Oui, on peut avoir des ralentissements comme dans tous les business. Aucun business n'est linéaire. OK? Ça n'avance pas en ligne droite. Il y aura généralement ici des périodes difficiles. Ça peut arriver. OK? Donc, quand on prend le 1,3 milliard, la dette nette de Pernod Ricard, selon Coifin, et je rappelle bien selon Coifin, parce que vous devez aller affiner cette dette nette-là dans les rapports financiers, en enlevant les loyers, vu que c'est une compagnie européenne. Bon, il n'y a pas beaucoup de loyers ici, mais voilà. On a 10 milliards 900. Quand on prend le ratio 10 milliards 900, on prend ça. Et pour les anciens de la chaîne, je vous dis toujours ici, si vous pouvez repayer la dette nette en moins de 10 ans avec les free cash flow, c'est déjà assez bien. D'accord? Mais on est déjà à la limite. On ne veut pas aller plus loin que ça. Et vous remarquez ici que si on avait une dette nette sur EBITDA de 5, OK, par rapport au free cash, et la dette nette, le niveau de dette nette actuel allait être bien plus élevé que ça, au point où on allait peut-être dépasser les 10 ans. On pourrait faire un exemple. Hein. Prenons ça, EBITDA. Prenons l'EBITDA des 12 derniers mois. Voilà, en termes de volume, ça donne 3 milliards 200, OK? 3 milliards 200, 3,2.
Disons qu'on a 5 fois l'EBITDA, qui est le maximum ici. Ça fait une dette nette de 16 milliards. Divisé par le free cash flow actuel, moyen, ça donne à peu près, on devait rembourser la dette nette ici, avec les free cash flow en 12 ans. 12,3. Ça dépasse notre limite de 10 ans. Donc, pour nous, ça sera déjà assez élevé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à repayer. C'est la raison pour laquelle, maintenant, on va dans les rapports financiers. OK. Je vous ai dit que la dette nette, qu'est-ce qu'on doit regarder en priorité sur la dette? Premièrement, le volume est important. On doit affiner ce volume-là. Ici, vous remarquez que l'entreprise vous dit qu'on a 10 milliards 273. OK, c'est parfait. J'ai pris le DRU, je m'en sais, attends, ce DRU, DEU, document d'enregistrement universel de 2023. OK, j'espère que vous voyez bien. Je vais à peu près agrandir un tout petit peu ça. Voilà. C'est bien clair ici. La dette est de 10 milliards 273. Là, on a 10 milliards 900 sur les 12 derniers mois. Donc, vous comprenez qu'il peut y avoir une certaine différence ici. Donc, vous pouvez reprendre à peu près la dette nette au niveau du dernier trimestre. Mais le plus important ici, c'est que l'élément que je vais vous montrer se trouve généralement dans le DEU. OK? Donc, on a l'endettement net. Vous avez le volume, n'est-ce pas? Disons qu'on reste à peu près à 10 milliards 900. OK? Juste pour vous montrer qu'il faut aller. Vous voyez ici que la charge locative n'est pas trop élevée, etc. Donc, toujours aller vérifier les loyers. Donc, on peut se dire ici que la dette présentée par Coifin se rapproche beaucoup de la réalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? J'ai tapé juste la recherche, CTRL F, j'ai mis endettement. Et je vais le dérouler pas à pas. Donc, on me met la dette nette ici. Ensuite, voilà, qu'est-ce que je recherche ici? Le coût moyen pondéré de la dette. On vous dit ici qu'entre 2022 et 2023, le coût moyen pondéré était de 2,6%. Et entre 2021 et 2022, c'était 2,3%. Donc, le coût moyen de la dette a augmenté. De vous-même, de vous à moi, quand on regarde le 2,6%, est-ce que c'est exagérément élevé? Surtout quand on prend en considération la période actuelle. On va se dire non, n'est-ce pas? Donc, ça reste raisonnable comme taux d'intérêt. OK? Donc, sur la dette, il faut toujours aller regarder la dette également. Quand on prend la dette, il faut regarder comment est-ce qu'elle est structurée, à savoir quelle est la dette sécurisée ou non sécurisée, quels sont les covenants sur la dette, parce que quand le banquier vous prête de l'argent, il vous donne des conditions à respecter. Et si vous ne respectez pas ces conditions-là, la dette devient exigible. Cette information se retrouve dans les rapports financiers. Donc, on va regarder l'endettement ici. Je continue à rechercher toujours avec notre mot-clé. Alors, ici, on constate quoi? Non courant, courant. Donc, on dit ici que, voilà, on va le prendre à peu près à ce niveau. Voilà, endettement financier net. Donc, la différence ici entre les deux, c'est quand on dit courant, ça veut dire que c'est celle qu'on doit rembourser sur les 12 prochains mois. Donc, c'est 1,5 milliard par là. Par rapport à la génération de free cash flow ici, on peut couvrir ces free cash flow. C'est vrai qu'il faut prendre en considération le dividende qu'on paye ou bien s'il y a le programme de rachat d'actions. Mais considérons que l'entreprise veut repayer la dette avec les free cash flow. Est-ce qu'elle peut le faire sur un an? Bien sûr. Donc, elle peut le faire complètement, mais n'oubliez pas également qu'elle a une alternative, à savoir, elle peut refinancer cette dette-là. Donc, contracter une nouvelle dette avec les taux d'intérêt actuels, repayer l'ancienne, donc elle fait rouler la dette et donc étendre ici la durée de remboursement. Les entreprises ont très souvent l'habitude de le faire. D'accord? Donc, vous avez à peu près tous ces derniers éléments-là ici. Donc, vous avez à peu près la dette qui exige sur les derniers mois. Mais parfois, on a un tableau bien plus élevé que ça où on nous donne à peu près sur plusieurs années ici. Mais n'empêche, on voit ici que c'est 1,5 milliard qu'on doit rembourser sur la dernière période ici. Ça reste assez correct. La dette qui est libellée en dollars, en euros, etc. Parce que le taux de change également peut jouer ici. Ça vous donne également une assez bonne information. Il faut aussi regarder si l'entreprise se couvre. Mais ne vous embêtez pas par rapport à ça. Mettez en tête, si on a un ratio dette net sur EBITDA en dessous de 10, ça reste assez important. Mais on sait que les taux d'intérêt peuvent avoir un impact ici. Vous avez une dette à taux fixe, taux variable, encadré, ou bien taux variable ici, non encadré. C'est également important. C'est bien d'avoir des taux d'intérêt, mais est-ce que ces taux d'intérêt-là sont fixes? Et vous allez voir parfois que quand une entreprise a une dette avec des taux d'intérêt fixes, c'est un avantage, surtout quand les taux d'intérêt augmentent. Si ce sont des taux d'intérêt à taux variable, ça peut causer problème, surtout quand les taux d'intérêt augmentent. Et on voit ici que 93% de la dette de cette compagnie est fixe. C'est également parfait. Donc, on est là sur l'appréciation de la dette, de la qualité de la dette. Et pour le moment, on n'a que des bonnes informations. OK? Donc, je continue ici, endettement brut. Voilà l'information que je recherchais ici. Donc, on vous met ici l'échéancier par rapport à 2023.
OK? Donc, vous voyez ici que, voilà, globalement, dans moins de 6 mois, l'entreprise doit rembourser au moins 1,4 milliard. D'accord? En termes en total de passifs ici. OK? Donc, elle a des obligations sur entre 6 et 12 mois. Le 6 mois n'étant pas inclus, on doit 1,3 milliard. Si on prend à peu près sur un an complet ici, on arrive à peu près à 1 milliard à 1,6 milliard par là. Grosso modo, c'est jouable. L'année prochaine, entre 1 et 2 ans, ça sera à 2 ans n'étant pas, la deuxième année n'étant pas inclus, c'est 1,8 milliard. Donc, disons que ça, c'est pour l'année prochaine. OK? L'année sur prochaine, ici, c'est 1,2 milliard. Donc, en moyenne, cette compagnie devra payer en moyenne à peu près 1 milliard, à peu près grosso modo, ce qu'elle gagne en free cash flow. Donc, les free cash flow couvrent la dette. OK? Ces free cash flow-là couvrent la dette. Et donc, également, c'est une bonne chose. Vous pouvez également regarder la ligne de crédit ici, qui peut être considérée comme de la dette, mais l'entreprise ici a une ligne de crédit peut-être de 2,1 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, elle a du cash, c'est pas du cash, mais elle peut emprunter 2,1 milliards ici sans toutefois demander l'autorisation, sans toutefois aller voir une nouvelle banque. C'est déjà disponible, mais sauf qu'elle n'a pas encore utilisé. OK? Donc, ça couvre littéralement la dette sur les 1 an ici. 1 an, 1,5 milliard, littéralement. Donc, on n'a pas également de problème de dette sur les 12 prochains mois. OK? Donc, après, on vous met ici la dette libellée chaque tranche de dette 500 millions, taux d'intérêt 0% avec échéance 2023. Magnifique. D'accord? Donc, vous voyez à peu près la date d'émission. J'aimerais bien regarder les dernières années. On s'est endetté en 2022 à des taux d'intérêt de 1,38%. Attention, il y a des conditions, sous condition de l'atteinte des indicateurs clés de performance auxquels cette obligation est liée. Ce qui veut dire que quand on va lire les rapports financiers, on veut savoir c'est quoi l'indicateur de performance en question. OK? En 2022 ici, en février, je pense que c'est c'est novembre 2022, on s'endette à 3,75%. Donc les dernières tranches de dette en 2022 ici, étaient à peu près aux alentours de 3,75%. Par rapport à la moyenne ici, on va se dire que ça reste assez correct. OK? Donc, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ici? Je voudrais rechercher ici les covenants sur la dette. Donc, les conditions. Parce que quand on va voir un banquier, le banquier nous donne les conditions sur la dette. Donc, à quel moment cette dette-là sera exigible? Quelles sont les conditions qu'on doit respecter? OK? Donc, on se dira déjà ici que par rapport aux informations qu'on a, Pernod Ricard n'est pas endetté du tout. Et de deux, elle a les moyens de repayer cette dette-là au moins sur 1 an, de respecter ces obligations-là au moins sur 1 an. Et je rappelle ici que le dividende n'est pas une obligation. Et donc, elle peut se permettre ici, si elle n'arrive pas à refinancer cette dette-là, de payer payer la dette ici avec les free cash flow. Et en supplément de ça, comment on appelle ça? Tout sous condition ici que l'entreprise puisse générer 1,3 milliard au moins l'année prochaine. OK? Donc, je cherche ici covenant. J'espère que c'est ça, covenant. Est-ce qu'on a l'information par rapport à covenant? Covenant, généralement, ici, ce sont les conditions sur la dette en question. On vous donne généralement cette information. Ici, le document, il est assez long. Mais bon, vous pouvez aller rechercher à peu près cette information-là. Quels sont les covenants sur la dette? Mais ce que je voulais plutôt montrer ici, c'est que oui, on peut regarder la dette nette du point de vue ratio. Mais il ne faut pas tirer des conclusions définitives sans avoir regardé la dette nette, sans avoir pris en considération l'échéance de la dette, les taux d'intérêt sur cette dette, les covenants sur la dette, la structure même de la dette en question. Donc, le type de dette en question, variable, taux d'intérêt variable, taux d'intérêt fixe, d'accord, on va le dire comme ça. Et également, il va peut-être m'échapper ici, prends en considération la ligne de crédit qu'on a présentement, qu'on n'a pas encore utilisée. C'est comme ça qu'on arrive à apprécier la dette globalement. Je dis bien globalement. Le fait de s'arrêter et de se dire que non, l'entreprise est trop endettée, c'est pas normal. OK? Pernod Ricard n'est pas endetté plus qu'une autre entreprise dans son secteur d'activité. Et encore, ça c'est un dernier élément ici, prenez toujours en considération la dette par rapport au secteur d'activité. Grosso modo, ici, vous n'aurez pas cette info. Vous devez à peu près connaître les concurrents de cette compagnie. OK? Donc, on va faire ceci. Généralement, un bon moyen pour vous d'aller regarder les concurrents, c'est regarder le salaire du management et regarder à peu près qui sont les concurrents qu'on a utilisés. Parce que l'entreprise, ici, quand on rémunère ici le PDG sera rémunéré par rapport à la moyenne du secteur d'activité. Donc, on va souvent vous listez les différents concurrents. Ça vous donne une idée des concurrents. OK? Donc, ici, de tête, j'ai Pernod Ricard. Je sais qu'on a Diageo.
Donc, ticker symbole DO. On prend ça. Diageo, c'est 3,2 fois les EBITDA. Pernod Ricard, c'est 3,4. Et je rappelle que Pernod Ricard, on a déjà eu une dette nette sur EBITDA bien plus élevée que ça. Est-ce que Pernod Ricard a fait faillite en 2008 ou bien en 2005 ou bien en 2001? Et vous allez remarquer ici que c'est souvent également bien de prendre la moyenne même par rapport à l'entreprise. Vous remarquez que Pernod Ricard a l'habitude d'avoir une dette nette moyenne aux alentours de 3,2 fois, 3,1 fois l'EBITDA. Donc ici, on peut se dire que si on lit les conférences call, on s'attend à ce que l'entreprise ait parlé au moins de la dette. OK? Elle a peut-être un objectif en termes de remboursement de cette dette-là. Et encore, on pourrait regarder ici, est-ce qu'elle a fait une acquisition sur les dernières années pour justifier l'augmentation de la dette en question? Non, pas du tout. Donc, est-ce que l'entreprise a investi massivement dans son outil de production? C'est également à aller regarder. Donc, ici, je pourrais également, ça c'est DO, je prends toujours les concurrents, je pourrais prendre Campari, David et Campari, qui est moins endetté à ma connaissance. Vous pouvez rajouter Budweiser. OK. Vous pouvez rajouter Brown-Forman. Brown-Forman, c'est l'entité qui fait, comment on appelle ça encore, la compagnie, le Jack Daniels. D'accord? Et cette compagnie était surévaluée depuis très, très longtemps. Pendant très longtemps. Donc, parfois, je me demandais qui achète cette compagnie à ce prix-là. Aujourd'hui, ça devient raisonnable. C'est à partir de ce moment-ci que cette compagnie pourrait être intéressante. Je ne sais pas qui est parti acheter cette compagnie à 45 fois les bénéfices. Si on regarde du Pernod Ricard, en moyenne, lui, c'est également une entreprise qui se négocie à combien? 25 fois, c'est le niveau vraiment supérieur. Il faut vraiment qu'on ait une croissance à double chiffre ici. Et là, ça devient raisonnable. Ça me confirme encore une fois, enfin, ça me reconforte encore dans l'idée de dire ici que Pernod Ricard n'est pas surévalué en date d'aujourd'hui. À la limite, elle est correctement évaluée si on la regarde par rapport à ses free cash flow. Et les free cash flow peuvent être influencés ici par le BFR, okay, ce qui est complètement classique pour ce type d'entreprise. Ce n'est pas qu'elle n'a pas les moyens de récupérer cet argent-là, mais ça fait partie du day-to-day de cette compagnie. Okay? So, on regarde ici, quand on compare ici par rapport à les différents concurrents de la compagnie, on va se dire que grosso modo, je pourrais rajouter d'autres entités, Heineken, on aurait pu rajouter également une autre. Je les avais cités ici parce que j'avais pris toute une liste, ceux qui ont accès à la watchlist. Si on va regarder le segment beverage, où est-ce que je pense que beverage, où est-ce qu'on va le retrouver ici? Donc, on va à peu près découler ça. Voilà, ici. Si on va regarder le segment beverage, vous avez Constellation Brands, vous avez Fees. Vous pouvez comparer toutes ces entreprises. Je pourrais même rajouter ici un ratio dette net sur EBITDA. Voilà, allons, on va le faire rapidement. Dette net sur EBITDA, je le prends ici, sur les 12 derniers mois, voilà, j'ai rajouté ce ratio-là, et je viens ici. Normalement, la moyenne du secteur, c'est 2,6. C'est vraiment la moyenne. Et quand je dis la moyenne, ça prend également en considération les compagnies qui ne vendent pas d'alcool. OK? Parce que si on classe uniquement si on les met ici par rapport à celles qui ont des dettes nettes sur EBITDA généralement plus élevées, je vais juste mettre ça comme ça en collapse all. Je viens ici dans beverage, c'est la partie qui m'intéresse. Beverage, OK. Donc, excusez-moi ceux qui ont accès à la watchlist. Quand je joue avec la watchlist comme ça, quand je la ferme, je sais que vous avez à peu près également en temps réel, vous avez à peu près les mêmes informations, vous avez à peu près la même manipulation chez vous. Donc, parfois, si j'oublie, laissez-moi savoir ici dans le Discord, bien envoyez-moi un courriel pour que parfois, je peux oublier de l'ouvrir. Sinon, vous aurez à peu près quelque chose comme ça et vous ne pourrez pas l'ouvrir, en fait. Parce que ici, c'est moi qui ai la main. OK? Donc, voilà. Donc, ici, vous constatez que si on regarde à peu près celles qui sont les plus, entre parenthèses, les plus endettées, c'est Anheuser-Busch InBev, qui est en train de repayer la dette ici. Et je vous ai dit que cette compagnie est intéressante à aller regarder. Vous avez du David et Campari, vous avez du Keurig, Dr Pepper, vous avez Diageo, Constellation Brands, Heineken, Duck Horn, qui vendent à peu près du vin, Molson Coors, qui sont à peu près, voilà, je pense même qu'à partir de ces niveaux-ci, ça reste Diageo. Diageo, c'est la dernière entreprise. Donc, ça reste ici à des niveaux assez super. Enfin, on va se dire ici qu'à partir de ce niveau-ci, c'est la limite. Donc, malheureusement, je ne vois pas. Je n'ai même pas rajouté Pernod Ricard dans la liste. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Grosso modo, on reste en dessous de 5 fois l'EBITDA. OK? On reste à peu près en dessous de 10 fois les free cash flow.
On est à peu près à 8 fois les free cash flow. Et encore, quand on regarde ici l'échelonnement de la dette dans le temps, les taux d'intérêt moyens sur cette dette-là, la ligne de crédit qu'on a présentement, malheureusement, on n'a pas je n'ai pas regardé, je ne vais pas retrouver ici les covenants sur la dette. On a à peu près, on pourrait se dire que grosso modo, c'est une entreprise qui n'a pas de problème de dette, littéralement. Donc dire que Pernod Ricard est trop endetté, c'est une exagération. Ok, Pernod Ricard n'est pas endetté du tout. Elle est endettée, point. D'accord? Comme toutes les entreprises d'ailleurs. Ok? Même du Apple, ça peut être Apple est endetté. La dette n'est pas foncièrement mauvaise. Mais maintenant, si on émet de la dette pour payer des taux d'intérêt, pour payer ici des dividendes, c'est un problème. Pour acheter des actions, c'est un problème. Enfin, sauf si on rachète ces actions avec des niveaux de yield plus élevés. Par exemple, je vous prends un exemple. Si vous avez une entreprise qui a un free cash flow yield ici, disons de 5% et qui arrive à s'endetter à 3% ici pour racheter les actions en question, d'accord, on va se dire que c'est une bonne idée. OK? Mais grosso modo, mettez en tête que quand une entreprise rachète la dette ici, ses actions ici avec de la dette, il faut faire attention. OK? Il faut toujours aller regarder le yield. Donc, il faut toujours aller plus loin que le bout, voir plus loin que le bout de son nez. OK? Donc, ici, je ne peux pas vous dire que Pernod Ricard est endetté. Ça n'a pas de sens. C'est une exagération. Pernod Ricard n'est pas endetté du tout. Elle a de la dette, mais quand on regarde par rapport à la moyenne du secteur, c'est pas si pire que ça. Et on a des entreprises ici dans le même secteur d'activité qui ont des dettes qui ont une dette plus élevée que ça. Par exemple, Budweiser. Même si Budweiser, c'est essentiellement de la bière, mais c'est de l'alcool de manière générale. OK? C'est de l'alcool de manière générale. Il faut également prendre en considération un élément. Parfois, on ne le prend pas en considération. Regardez toujours si une entreprise a des obligations liées aux pensions. Parce qu'il y a des entreprises, ça peut être de la dette. Donc, s'il y a un fonds de pension au sein de l'entreprise ici, et par exemple, si l'entreprise contribue au fonds de retraite ici de ses employés, il faut toujours aller vérifier si les contributions sont à jour. C'est important, c'est un élément qu'on ne mentionne pas souvent, mais ça reste de la dette. Par exemple, vous allez voir ici qu'aux États-Unis, des entreprises dans le secteur ici de l'acier, même si c'est de moins en moins présent, dans le secteur ici de l'automobile, ont généralement des fonds de pension. Et ces fonds de pension-là, c'est plusieurs milliards. Et parfois, certaines entités qui se considèrent très intelligentes ont souvent tendance à aller piocher dans ce fonds de pension-là, ou bien à ne pas y contribuer pleinement, à court terme, bien sûr. Parce que de toutes les façons, elle a l'obligation d'y contribuer à long terme. Parce que les employés, laissez-moi vous dire qu'ils gardent un œil dessus. Donc, quand on va en conseil d'administration, c'est toujours un sujet. OK? Donc, le fonds de pension ici, qui n'est pas, par exemple, s'il y a un fonds de pension qui devrait être à 10 milliards aujourd'hui et qu'on n'a que contribué à 8 milliards, on doit 2 milliards. C'est de la dette. On doit rajouter cela dans notre dette. OK? Donc, je n'ai pas regardé pour Pernod Ricard, mais je sais qu'il y en a un ici, donc vous pouvez aller regarder ça. Bref, tout ceci pour vous dire que quand on regarde la dette ici, il y a plusieurs éléments à regarder. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. 1, les ratios, c'est bien. 5, en dessous de 5, c'est bien, mais quand c'est une compagnie cyclique, gardez 3. D'accord? 3 fois l'EBITDA moyen. 3 fois le free cash flow moyen. Sur Pernod Ricard, je ne dirais pas que c'est pas plus cyclique. Pernod Ricard est moins cyclique qu'une compagnie automobile, ok? Même si ça reste ici elle est moins cyclique qu'une compagnie automobile. Donc, on va se dire ici que l'entreprise ici, quand on compare la dette nette sur EBITDA, on peut prendre la dette nette, quand on compare la dette nette sur free cash flow, on peut prendre la dette nette moyenne des 3 années ici, juste pour normaliser les choses. OK? Après, on peut également prendre la dette sur les 12 prochains mois. OK? Sur les 12 mois actuels, si vous voulez, ou bien les 12 prochains mois, c'est à vous de voir. En supplément de ça, on doit regarder les taux d'intérêt moyens sur cette dette-là. OK, l'évolution de ces taux d'intérêt. Prends également en considération, quand je parle d'évolution, regardez, si on a contracté une dette sur les derniers mois ici, regardez à peu près combien est-ce qu'on a eu en termes de taux d'intérêt et jugez par vous-même si c'est raisonnable ou pas du tout. Regardez également la ligne de crédit, les covenants sur la dette, le type de dette qu'on a présentement, le taux d'intérêt, est-ce qu'ils sont variables, est-ce qu'ils sont à taux fixe ici. Bref, on fait le tour. OK? Et là, vous pourrez avoir un avis complet sur la dette. Et c'est exactement ça qu'on vient de faire ici. Le seul élément qu'on n'a pas regardé, c'est à peu près les covenants sur la dette. Et parfois, les covenants, je sais qu'on regarde l'EBITDA.
les banquiers vont avoir parfois tendance à mentionner EBITDA ici. Donc, j'essaye de taper EBITDA pour voir si je peux retrouver cette information-là. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez regarder si l'entreprise parle de covenant ici ou bien s'il y a des limites par rapport au free cash flow. OK? Donc, j'espère que ça vous permettra, enfin, tous ces éléments aussi vont vous permettre ici de mieux apprécier la dette de manière globale d'une entreprise et ne pas juste se limiter au ratio. Donc, quand quelqu'un mentionne, surtout spécifiquement pour Pernod Ricard, que l'entreprise est trop endettée parce qu'elle a une dette nette sur EBITDA, une dette nette ici sur free cash flow aux alentours ici de... Une dette nette sur free cash flow aux alentours inférieure à 8, inférieure à 10, je vais le dire comme ça, je pense que c'est une exagération. C'est juste une exagération. En fait, c'est un abus de langage. OK? C'est clairement un abus de langage. Donc, prochainement, quand vous aurez à prendre l'endettement net d'une entreprise, vous savez maintenant qu'il y a plusieurs éléments à aller regarder au-delà du chiffre qui est mentionné. OK? Au-delà du chiffre qui est mentionné, ça vous permettra d'avoir une vue plus complète. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Donc, la dette également, on en parle généralement dans le programme d'accompagnement. Je pense également que c'est un élément qu'on a tendance à brosser à ce niveau-là, surtout quand on pratique, parce que quand vous prenez, je veux absolument que la plupart des étudiants, quand ils arrivent sur un rapport financier, d'accord, après avoir regardé ici les ratios financiers ici au niveau des agrégateurs, puissent avoir un avis un peu plus poussé sur cette dette-là. Et c'est encore plus important quand vous allez regarder une rate, d'accord, dans les rates ici, bon, ceux qui sont, par exemple, sur comment on appelle ça? Ceux qui ont fait le module sur les rates. On a parlé de la dette ici, en profondeur, notamment la dette de la compagnie qu'on a pris en considération ici pour la masterclass. D'accord? Donc, vous pouvez appliquer le même raisonnement, OK, sur une entité, qui autre qu'une rate ici. Surtout les mêmes éléments qu'on a eu tendance à regarder. Je viens de les citer tantôt ici. Bref, voilà, c'était je ne dirais pas que c'est un coup de gueule ici, mais je veux dire une chose. Quand vous allez sur Internet regarder du contenu, ou bien que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, s'il vous plaît, prenez au moins la peine documentez-vous un tout petit peu. C'est de l'information, mais sachez que la personne peut également se tromper. Moi également, je peux me tromper. Peut-être que là, présentement, je vous raconte des bêtises. Comment est-ce que vous allez le savoir? Enfin, j'ai fait le maximum ici pour vous raconter le moins de bêtises possible. Mais voilà. So, conclusion, le titre que je mettrai pour cette vidéo, Pernod Ricard n'est absolument pas endetté. Et je sais que quand je vais mettre ici le titre en question, ça va très bien marcher parce que je vais vous vendre la peur. Mais ce n'est clairement pas le but de cette vidéo-ci. C'est essentiellement pour vous dire que la dette, on la regarde sur plusieurs niveaux. OK? C'est bien de regarder les ratios, mais quand on va en profondeur, ça nous donne un avis plus complet de la dette. Voilà. Donc, un like, un abonnement. N'oubliez pas, vous avez en description de la vidéo le service Top Premium Plus. Vous avez la Top Newsletter où je vais partager généralement des analyses concurrentielles sur les 52 prochaines semaines ici. Et pour les autres, vous avez le pack du débutant où vous avez comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers. D'accord? Notamment, on a une rencontre par mois pour pouvoir vérifier, pour pouvoir répondre à tous vos blocages ici. Et n'oubliez pas une chose, justement, on pourrait parler de la dette. D'accord? Et donc, vous avez également le programme d'accompagnement au sein du Top Premium Plus d'autres éléments à l'intérieur. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez booker, vous pouvez réserver un appel. Donc, Pernod Ricard, pas endetté au prix actuel, c'est pas peut-être l'opportunité du siècle, mais ça reste une belle entreprise. Voilà, je pourrais mettre 1% de mon capital ici sur Pernod Ricard. C'est un très beau business qui a certainement un pricing power et qui pourrait même encore le renforcer. Je pense que j'ai déjà fait une note d'analyse sur Pernod Ricard, si je ne me trompe pas. On va regarder ici, Pernod Ricard. Ah oui, j'ai fait une note d'analyse sur Pernod Ricard il y a très très longtemps. De toute façon, elle reste toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Je ne vais pas changer d'avis par rapport à ça. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. D'accord? Merci, au revoir.